Camarade Biabogui, bonjour. Bonjour. On rappelle que vous êtes le secrétaire général par intérim du parti PDG RDA. Alors, votre parti vient de célébrer ses 72e anniversaire. Ok. Jusque-là, racontez-nous un peu le parcours, même si vous n'avez pas connu le début du parti, mais certainement vous avez lu ça dans les livres, on vous a raconté pas mal de choses. Merci de l'opportunité que vous m'offrez au nom des militantes et militants du PDG RDA pour encore une fois intervenir. Vous parlez de l'histoire du parti, de la vie du parti. Aujourd'hui, le PDG RDA a ses 72 ans, 72 longues années marquées de preuves difficiles certainement, mais aussi de victoires très importantes que nous avons pu remporter durant tout ce processus. Vous vous souviendrez que c'est le 14 mai 1947 que le PDG a été créé, avec 14 au début, c'était 14. Ça n'a pas été facile, la lutte de libération nationale. Et Dieu merci, voilà, pour sauter les états si vous permettez, on en est arrivé finalement à accéder à la magistrature suprême de l'État. Et le 2 octobre, il y a des éléments qu'il faut rappeler ou des faits qu'il faut rappeler qui sont très importants. Je parlerai par exemple de la conférence du 14 septembre 1958, et pratiquement qui a réuni toutes les structures du pays, les fédérations à Conakry ici. Et finalement, le PDG a décidé de voter non au référendum. Et c'est dans ça, maintenant vous avez ceux du BAIGC, du Bloc africain de Guinée, de la DSUDF, qui finalement accompagnent donc le PDG à l'époque dans le vote du non. Et le PDG RDA a accompagné ces partis politiques, leur a financé, leur a donné des moyens matériels et financiers pour pouvoir faire la campagne du non. La preuve est que moi, lors de mes dernières lectures, j'ai vu un rapport du bureau politique où effectivement le PDG avait doté Barry Diawadou et les autres là des voitures, de frais de carburant pour aller donc faire la campagne. Ça, c'était à l'actif du PDG. Pour aller progressivement, en 2010, nous sommes allés aux élections présidentielles. Il y a eu tout contre le PDG, ce qui a fait que à la dernière seconde, parce que nous avons été à l'époque le deuxième parti, si j'ai bonnement, à déposer, à payer la caution. Donc dans la publication des candidatures, malheureusement on n'a pas été retenu pour des motifs que nous savons, mais que nous gardons. Le moment venu, nous pourrons notamment intimer. Nous avons pris bonne note et le parti a tiré toutes les leçons. Les législatives également, ça a été le même scénario. Et le parti n'a pas eu de député à l'Assemblée nationale. Et Dieu merci, lors de ces élections communales, à la grande surprise, parce que, comme je l'ai dit, nous avons pu tirer toutes les leçons possibles de ces deux élections. Donc il était question que le même scénario ne puisse pas advenir. Donc nous avons ciblé la circonscription de façon précise et les camarades se sont donc lancés à la conquête de ces communes. Et Dieu merci, on a pu remporter. On va parler rapidement de cette affaire parce qu'aujourd'hui, la célébration du 72e anniversaire a été, si on peut le dire, un peu polluée par la condamnation de l'actuel secrétaire général du parti, qui est Mohamed Touré, avec son épouse, qui vit aux États-Unis. Alors, comment vous avez vu cette condamnation? Je rappelle que vous avez tenu quelques meetings ici devant l'ambassade des États-Unis. Oui, il y a eu, d'abord, c'est au mois d'avril, donc il y a déjà pratiquement une année que l'affaire là a eu lieu. En réalité, ce n'est pas un problème politique. C'est pourquoi, depuis le début, le parti s'est encore réservé de pouvoir en faire un véritable problème politique. Par contre, nous avons fait des déclarations. Au-delà de ça, pour l'estime que les gens ont pour le camarade Mohamed Touré, pas en tant que même leader politique, ou peut-être pas en tant que, parce qu'il y a beaucoup qui confondent de prendre pour il est le fils du président, mais ils vont plus dans ce cadre-là. Et lui, il n'est pas dans cette logique. Donc, pour l'estime que les gens ont pour sa morale, pour les valeurs patriotiques qu'il incarne, il y a eu des mouvements de soutien qui sont levés de partout en Guinée, aux États-Unis, pour accompagner donc le couple Touré. En tirant les leçons, le collectif en tout cas a su maximiser le taux de mobilisation, ce qui a fait que dès après le deuxième sitting, je crois que c'était quelques jours après, automatiquement, ils ont accéléré la procédure. Il y a eu finalement les charges qui ont été confirmées vis-à-vis du couple. Donc ça également, je vais encore apporter des précisions, que quand il a eu les chefs d'accusation, au total il y avait eu 5.
On a parlé d'esclavage. Tout à l'heure, je suivais la grande gueule. Ils ont parlé voilà, d'esclavagisme. Ils ont parlé du détournement, d'exploitation, du bergement illégal, de fausse déclaration. Voilà les cinq chefs d'accusation qu'il a eu contre le couple Touré. Comme je le disais ce matin, j'ai suivi les grandes gueules. Et je crois que c'était Moussa ou quelqu'un d'entre eux. Et ils ont parlé, le couple Touré, d'esclavagisme. Je réitère que le couple n'est pas condamné pour des faits d'esclavagisme. Effectivement, ça avait été cité dans les chefs d'accusation. Mais au fil du temps, les deux charges qui ont été confirmées, ça a été un hébergement illégal de la fille en question et d'exploitation, enfin je ne dirais même pas comment ils ont appelé ça. J'ai parlé d'hébergement illégal et d'exploitation de la fille. L'exploitation à l'esclavage. Bon, l'esclavage, je crois que ça c'est trop dit, moi à mon avis. C'est trop dit. Parce que comme je l'ai dit, tantôt dans les chefs d'accusation, il y avait l'esclavagisme. Peut-être ils savent mieux ce que ça veut dire à leur niveau là-bas, mais l'exploitation aussi, c'est un chef d'accusation. Oui, c'est un chef d'accusation à part. Donc voilà les deux chefs d'accusation qui ont tenu. Donc moi je voudrais humblement que ce soit les journalistes, les leaders d'opinion, tous ceux qui veulent s'exprimer là-dessus, qu'ils essaient de retirer ce terme d'esclavage parce que ce n'est pas pour ça aujourd'hui qu'ils sont condamnés, comme je le disais tantôt. Alors, Adja, tu as une question? Alors, on avance, on va aller sur... Aujourd'hui, vous suivez partout en Guinée, c'est cette histoire soit de modification de la Constitution ou d'une nouvelle Constitution, ou en tout cas un référendum peut-être qui va nous amener à un changement de Constitution. Oui. Quelle est la position, votre position, la position du parti PDG-RDA par rapport à une éventuelle modification de la Constitution? Bon, nous revenons là-dessus. Je crois que le PDG-RDA est dans une logique républicaine. Le PDG-RDA est dans une approche du respect des lois de la République. Depuis 2010, nous avons eu à affirmer, à l'occasion des travaux qui sont issus des orientations du 14e congrès, que à l'époque, la constitution qu'il y avait devait être en principe adoptée par référendum. On ne nous a pas écouté. À l'époque, on ne nous a pas écouté. Ils sont allés sur cette base, il y a eu les élections de 2010, il y a eu les élections de 2013, ensuite de 2015. Donc aujourd'hui, vouloir s'imbiber dans cette question de pour troisième mandat, de modification constitutionnelle ou de quoi, je crois que nous, le PDG, c'est tout sauf un débat. C'est tout sauf un débat. Parce que dans la mesure que les gens sont en train pratiquement de s'enliser dans une diversion totale. Dans une diversion totale par rapport aux questions réelles qui doivent se poser. Les questions réelles, c'est quoi? C'est le développement. Il y a un manque de... Il y a des intangibilités constitutionnelles parmi lesquelles... Oui, c'est pourquoi je m'en vais dire que toutes ces réponses-là, toutes ces questions-là ont leur réponse dans la Constitution. On n'a pas besoin de tests. Derrière ces réponses qui sont incluses dans la Constitution. Oui, nous sommes un parti légaliste. Nous savons que toutes ces questions qui se posent aujourd'hui n'ont leur réponse nulle part que dans la Constitution. Pourquoi alors perdre le temps? Le PDG est contre une modification de la Constitution. Ce n'est pas les propos du PDG. Nous disons simplement que toutes les spéculations qu'il y a au jour d'aujourd'hui, toutes les manipulations, ou je dirais... le terme, si vous permettez bien. C'est ça, les divergences notoires qu'il y a autour de cette constitution n'en valent pas la peine. Elles ont toutes leurs réponses dans la Constitution. Alors, comment vous trouvez le fait que des gens qui se lèvent aujourd'hui pour combattre cette idée de modification de la Constitution soient arrêtés et enfermés? Oui, en fait, l'opposition. Moi, je trouve que c'est très regrettable. On a suivi, je crois que c'est hier ou avant-hier, la déclaration du chef de l'opposition. Je crois qu'il doit aller au-delà de ça. Ils ont commis du tort, un véritable tort au peuple guinéen. Donc les mêmes ne peuvent pas revenir. Tantôt ils sont du côté de la mouvance, tantôt ils sont du côté de l'opposition, tantôt ils se font centristes, tantôt je ne sais même pas leur position. Aujourd'hui, il n'y a que le PDG qui a su véritablement une position, en tout cas depuis 2010, vis-à-vis de ses accords avec le RPI, qui en tout cas... le maximum essaie de tenir cette position. Nous ne changeons pas de position. Donc, comme je le disais tantôt, ces gens-là, je pense qu'ils ne sont pas, à mon avis, à mon intime avis, ils ne sont pas bien placés pour... Oui, le Front National est composé de qui? Non, le Front National est composé de qui et qui? Des politiques et des artistes. C'est des politiques, c'est des artistes, mais essentiellement qui sont derrière?
Ce sont ces partis politiques. Je sais qu'il y a l'UFD, je sais qu'il y a l'UFR qui était du côté de la mouvance. Je crois il y a 4 ou 5 mois, ils ont quitté. Après, ils viennent se retrouver. En fait, c'est ça. Je ne dirais pas que c'est un circuit fermé, mais en réalité, ils ne font que tourner en rond. Ils ne font que tourner en rond. Mais ils pensent qu'ils sont en train de duper le peuple guinéen. En réalité, ils se trompent. Parce que le peuple guinéen en avance par rapport à cette classe politique rétrograde. Le peuple guinéen est... Le PDG RDA, aujourd'hui, je ne sais pas, vous étiez avec le RPG Arc-en-Ciel ou vous êtes avec le RPG Arc-en-Ciel. Je ne sais pas si vous avez été consulté par ce parti ou si vous continuez à appartenir encore à cet ensemble de partis politiques. La mouvance présidentielle depuis 2010. Et jusque-là, nous respectons nos engagements par rapport à cette mouvance-là. Mais je préfère le dire maintenant, c'est très regrettable parce que depuis des années, la mouvance, je ne sais pas pour des raisons peut-être qui inavouées, qui sont en train aujourd'hui de mettre de côté le PDG dans le cadre des consultations. Et quand je dis par exemple, quand on parle souvent, parce qu'ils ont fait de sorte que tout est taillé au niveau des deux soi-disant grands partis. Il y a essentiellement une question ethnique, l'UFDG. On a affaire avec des peuples, le RPG essentiellement sont des malinqués. Donc le PDG ne peut pas être dans ce carcan-là. Et de telle sorte que quand il y a les consultations politiques, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'UFDG, c'est le RPG. Et aujourd'hui, ce sont les deux partis majoritairement à l'Assemblée nationale, chose qui n'est pas normale. Et ce qui a fait que nous condamnons, parce qu'aujourd'hui, c'est très regrettable qu'à l'Assemblée nationale, qu'on n'ait pas des représentants d'une jeunesse unifiée, qu'on n'ait pas des représentants d'un mouvement syndical unifié, qu'il n'y ait pas des représentants d'un mouvement de femmes unifié, ou même d'une armée populaire unifiée au sein de l'Assemblée nationale. C'est très regrettable. L'Assemblée s'exprime au nom de qui alors? On dit peuple, peuple. Et pour nous, quand on dit peuple, même si individuellement tous les citoyens ne peuvent pas, même si aujourd'hui ils n'ont pas la capacité ou ils refusent d'organiser le peuple à son sein pour que chacun puisse individuellement pris dans son secteur, dans son quartier, dans sa commune, dans sa région, puisse participer aux affaires ou à la gestion de sa nation, mais au moins qu'à l'Assemblée nationale, qu'il y ait la représentativité de toutes ces couches, de toute cette couche, les jeunes, les femmes, l'armée, les syndicats. Nous pensons qu'avec une telle assemblée, chacun se retrouve. Quand nous sommes dans la mouvance, ça ne veut pas dire que nous ne critiquons pas. Le PDG a eu toujours une attitude responsable et patriotique. Quand il y a nous reconnaissons des acquis sur des plans donnés, mais essentiellement tout ce qui ne va pas, le PDG a toujours dénoncé et a proposé des approches de solutions. Peut-être qu'on n'est pas à l'Assemblée nationale, donc on s'affiche pas mal. Ou peut-être qu'ils ont le complexe vis-à-vis des cadres du PDG, parce qu'aujourd'hui c'est le seul parti, comme je le disais, qui a une profonde expérience et aujourd'hui qui est en mesure d'apporter essentiellement des propositions concrètes qui puissent aller à l'avantage du peuple guinéen. Parce qu'aujourd'hui, nous, à notre avis, ce n'est pas les immeubles ou les buildings qui comptent, ou peut-être l'évolution de la croissance économique que nous voyons en tout. Mais en réalité, ça profite à qui? En réalité, ça profite à qui? C'est une classe affairiste qui est au pouvoir. C'est une classe affairiste qui est au pouvoir. Et ça, c'est y compris ceux de l'opposition qui sont classés au niveau des institutions, ceux de l'Assemblée nationale et des gouvernements. Mais le peuple, en réalité, à sa part d'âme. Camarade, une dernière question à 3 volets. C'est concernant les élections, les prochaines élections législatives. La CENI était en retraite récemment à Kindia. Je crois que votre parti n'a pas pris part. Vous n'étiez pas représenté, peut-être même pas informé par la CENI. On ne sait pas pourquoi. C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que vous allez participer aux prochaines élections législatives? La dernière question, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale récemment, l'adoption du nouveau code civil et dans sa partie monogamie. Au lieu de parler de polygamie cette année, cette fois-ci, c'est la monogamie. Bon, pour la question de la CENI, je le disais tantôt, aujourd'hui, il y a une exclusion qui est faite au niveau des deux blocs, c'est-à-dire opposition et mouvance. Nous sommes de la mouvance. En réalité, quand il y a des consultations, si ils se sont intéressés aux partis de la mouvance, en réalité, tous les partis doivent être consultés. Mais cela n'a pas été fait. Mais je crois que ça, peut-être, c'est par rapport à la nouvelle équipe qu'il y a à la CENI, parce que les années antérieures, on a toujours été associés, on a toujours été informés.
Donc, à travers cette interview, je tiens à interpeller également les responsables de la CENI que le PDG-RDA, en tout cas, tient à être associé à toutes les consultations des acteurs politiques de la nation guinéenne. Ceci nous permettrait certainement d'approcher, d'avoir des approches ou de proposer des solutions par rapport à ces consultations électorales. Comme ils l'ont dit, déjà dans 8 mois, nous partons donc aux législatives. Ça, il n'y a pas une date fixée. Oui, oui, ils ont dit 8 mois, hein, je crois. On a parlé de 8 mois, même si aucune date n'est fixée. Mais le problème de date, nous, ce n'est pas un problème à notre niveau. Ce qui est sûr, le PDG-RDA est un parti politique qui foncièrement participera à toutes les consultations nationales. On a été au communal, on a tiré les leçons, nous nous préparons davantage à pouvoir affronter les législatives. Et Inch'Allah, comme nous l'avons toujours fait, le 28 septembre, on a fait des miracles, le 22 novembre, on a fait des miracles, et les législatives n'échapperont pas. Ok, la dernière question, c'était sur le code civil. Le code civil, c'est une avancée, et nous nous félicitons parce que 58-84, la polygamie était strictement et rigoureusement interdite à la République de Guinée. Ça, c'était sous la Révolution. Donc, 35 ans après, si encore ils reviennent sur ça, nous pensons que c'était un acquis. C'est un acquis, mais il faut que cet acte juridique-là puisse vraiment être matérialisé dans les foyers, au niveau de la population, pour ne pas que ce soit une loi pratiquement en désuétude. Parce que pour ne pas tomber un peu dans le cadre religieux, s'il n'y a pas véritablement un suivi au niveau de l'État, s'il n'y a pas véritablement un suivi, ça risque de tomber en désuétude. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait là un problème? Parce que même au temps du PDG-RDA, il y avait cette polygamie, bien que c'était interdit. Oui, c'était interdit. C'est pas un problème culturel? On n'est pas en train d'occulter quelque part notre culture? C'est pas notre culture, c'est la religion qui le dit. Parce que ça ne sert à rien d'adopter une loi si elle n'est pas appliquée. Bon, comme je l'ai dit, au PDG-RDA, c'était totalement appliqué. Et l'exemple que le chef de l'État qui était là à l'époque, le président Mathieu Koutré, voilà, comme lui-même le disait, l'exemple sur le chef et le peuple imite. Mon grand-père, il était polygame à l'époque. Voilà, peut-être que ça a échappé aux autorités à l'époque. Mais c'est qu'il y avait un suivi rigoureux à l'époque par rapport à ce que, puisque ça vient d'être adopté, nous souhaitons qu'il y ait un suivi rigoureux et qu'il n'y ait non pas de polygamie, puisque c'est une loi de la République. Merci, camarade. Merci, monsieur.